Elisa. Salut Pierre. Salut Arthur. Salut. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui suivent la Midinale et notamment le site Regard, on vous connaît bien. Vous êtes tous les deux les cofondateurs du podcast Projet Adama, un podcast dans lequel vous recevez des personnes noires et que vous interrogez sur leur rapport à la justice, leur rapport à la police, à l'expérience que les personnes racisées ont dans l'espace public et évidemment sur ce combat aussi pour que justice et vérité soient faites pour Adama Traoré qui a été tué, je le rappelle, par la police le jour de ses 24 ans, le 19 juillet 2016, suite à un plaquage ventral. Projet Adama, c'est 10 épisodes à écouter sur regard.fr notamment. Et aujourd'hui, vous diffusez le tout dernier épisode avec comme invité Assa Traoré. Alors évidemment, on va revenir sur cet épisode-là, mais j'avais une question à vous poser. Assa Traoré parle souvent de la lutte contre l'oubli, contre la famille, la lutte de sa famille et aussi sur le deuil, où elle explique d'ailleurs dans cet épisode qu'elle ne fera jamais le deuil de la mort de son frère. Elle a perdu un frère et je pense que c'est aussi ça qui nous sensibilise tous. Quand vous entendez des responsables politiques se réjouir, comme l'a fait Éric Ciotti la semaine dernière, de la récente condamnation d'Assa Traoré pour atteinte à la présomption d'innocence des gendarmes, comment ça vous fait réagir ? Ça nous donne encore plus envie que les gens écoutent les témoignages qu'on a réussi à enregistrer ou en tout cas que les gens viennent en manifestation parce que ce qui se joue, c'est plus que la réalité, c'est la représentation de la réalité. C'est-à-dire que Adama Traoré, c'est un jeune homme qui est mort, mais qu'est-ce qui va être retenu après ? Quelle est la mémoire qu'on va avoir après et qu'est-ce qui va ne pas y être oublié. Et c'est cette lutte contre l'oubli que nous, on essaye de retransmettre dans notre documentaire. Et voilà. Et justement, pour rebondir à cette première question, Elisa, c'est aussi l'autre facette de l'acharnement qui se joue contre Assa Traoré et sa famille. Il y a un acharnement judiciaire qu'on connaît, mais aussi une stigmatisation politique. Qu'est-ce que ne veulent pas voir justement les politiques dans ce combat que mène Assa Traoré ? En fait, finalement, dans ce combat-là, il y a une volonté de revenir à quelque chose de plus juste. Et je pense que c'est ça qui fait peur, c'est qu'on voit aujourd'hui que les dominés, ceux qui auparavant étaient tout le temps silenciés, arrivent à prendre la parole et se battent pour prendre la parole. Et ça, c'est pas le fait de juste... Assa Traoré, hein, il y a une histoire de ces luttes et aujourd'hui, en fait, on voit bien que plus on arrive à prendre la parole, plus ceux qui avant étaient tout le temps stigmatisés, n'avaient pas la place dans l'espace public, plus ils arrivent à avoir de la place, plus il va y avoir une réaction qui va être violente et évidemment, cet acharnement, il est le fait de la lutte que mène Assa. Et elle se bat contre ça et elle continue. Et de toute façon, nous, on continuera à la soutenir tant que ce sera nécessaire. Assa Traoré, dans le dernier épisode du podcast, elle dit quelque chose de très fort. Elle dit, je la cite, « Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom. » Qu'est-ce qui se joue derrière le nom, justement ? Elle parle aussi d'humaniser. Elle dit, c'est important de l'humaniser. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit ça ? C'est important en fait de nommer les gens parce que ça leur donne une réalité humaine, ça les humanise. Et ça, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'affaire Michel Zecler. Juste après, on entendait systématiquement un producteur de musique et il n'avait pas de nom, il n'existait pas en fait. Et à partir du moment où il y a des médias qui disent, voilà, il s'appelait comme ça, il existait, il avait Aya Sissoko, elle dit, il avait une famille, il avait des amis, il avait un frère, il avait une famille, des parents et tout ça fait que c'est beaucoup plus difficile de détourner les yeux et de faire comme si ça n'existait pas, en fait. Ça nous confronte à une réalité. Parce qu'avec le terme, avec les mots, on sort des concepts sociologiques, juridiques qui ont écrasé d'ailleurs cette affaire, comme le montrent les expertises qui ont eu lieu. Et avec ces termes-là, on voit apparaître la vérité d'une autre manière, avec un autre prisme. Voilà. Finalement, du coup, avec le recul, les 10 épisodes, mais aussi les 4 ans de combat, comment vous qualifieriez de quoi le combat en fait, que mène Assa Traoré pour rendre justice à son frère est-il le nom ? Et qu'est-ce que ce combat a changé dans la société en France, selon vous ? Alors,
nous, on pense que le combat pour Adama Traoré est en train de changer la société, mais il n'a pas, comment dire, nous, par exemple, enfin, notre documentaire, on a essayé de saisir un instant de la lutte, un instant présent de la lutte, et le combat Adama n'est pas terminé. Et donc, on ne pourrait pas dire, et en plus, c'est plutôt à Assa Traoré de dire les résultats de sa lutte. Et pour l'instant, sa lutte, c'est seulement demander la justice et la vérité pour son frère. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Par contre, nous, on a essayé de documenter, d'archiver ces récits, ces discours qui émanent de ces luttes, que ce soit en manifestation, dans les universités, avec des universitaires comme Romal Fonkoa ou Mamoula Soumaro, pour montrer que ça avait des répercussions dans différents champs, que ce soit le cinéma, les universités, la littérature, et en même temps pour montrer que c'était toujours le moment présent et qu'il n'y a pas encore d'avenir ou de passé, et que cette lutte, elle est en train de se faire. Assa Traoré, dans le podcast, toujours, elle dit, je la cite encore, « Nos parents ont combattu pour cette France, ils ont été chercher nos familles en Afrique et aujourd'hui, cette France rejette ses petits-enfants. » Est-ce que ce n'est pas un peu de ce combat-là aussi dont il est question dans ce podcast, mais aussi dans le combat pour la vérité, évidemment, et la justice pour Adama? Oui. Dis-moi. Si tu veux. Ouais. Assa Traoré et le comité pour Adama Traoré, ils exercent un travail depuis longtemps, celui comment dire, de se rapprocher de la sociologie, par exemple avec des livres comme celui qui a été fait avec Geoffroy de la Gannerie. Et en fait, ce travail-là, c'est un travail historique aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un policier va être confronté à un corps et va l'identifier comme un corps noir et va lui accoler tout un imaginaire comme ça. Et d'où est-ce que si cet imaginaire vient? Et donc après, cette démarche qu'a fait le comité, eh bien, elle va essayer de pointer du doigt que la police, elle a une histoire coloniale, qu'il y a eu la police des Noirs en 1777, qu'il y a eu après la PAC 93, que le racisme découle de la colonisation et de l'esclavage. Donc ça, c'est une histoire mondiale, et c'est ça qui se joue. Elisa, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est dans la même idée. Ouais, il y a vraiment une histoire. Et enfin, plus que ça, c'est que tu parlais d'histoire mondiale et je pense que c'est vraiment important parce qu'on fait souvent le parallèle avec les États-Unis en disant ben non, c'est pas pareil en France, etc. Non, non, en fait, l'histoire elle est mondiale et Assa Traoré elle revient beaucoup sur le Mali. Et en fait, tant qu'on ne prendra pas en compte le fait que il y a eu une période pendant l'histoire qui a été l'histoire de l'esclavage et de la colonisation et qui a impliqué plusieurs pays et dont la France a fait partie, et une partie centrale même, et on ne pourra pas se confronter aux problèmes actuels auxquels la France doit faire face, en fait. Alors, l'une des singularités aussi du combat d'Assa Traoré, c'est que 4 ans après la mobilisation, beaucoup se sont appropriés ce combat et il s'est même étendu à plusieurs milieux. Tu viens de le dire, Arthur, le milieu du cinéma, le milieu médical, même le milieu universitaire. Et c'est étendu aussi sur des territoires qui n'étaient pas forcément sensibles à ces problématiques, ces questions-là, les territoires ruraux comme dans des grandes banlieues, évidemment. Ça vous rend confiant tous les deux quand même, justement, cette propagation de ce combat-là, et optimiste justement aussi sur l'évolution du regard en France sur ces questions, je pense les violences policières, la question de discrimination des personnes racisées, la place aussi publique dans l'espace public des personnes racisées? Oui, Oui. on est très confiant. On voit que C'était pas la panique de CNews qui nous explique que nous sommes tous des affreux islamo-gauchistes, les décoloniaux, Non, en fait, ces réactions plutôt violentes, qui insultent, qui sont vraiment, qui essayent de terroriser, elles ont lieu parce que justement le combat pour Adama Traoré émane par tous les pores dans la société. Et ça, on le voit. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, tu parles de CNews, et en fait, les médias aujourd'hui se font aussi ailleurs que dans la télévision. Il y a par exemple un texte de Bourdieu qui s'appelle Sur la télévision, qui montre bien à quel point la télévision et les médias mainstream sont institutionnalisés, tout de suite réagissent en reprenant les chiffres de la préfecture, en reprenant ces chiffres-là, et donc ne sont pas au plus près de la réalité, mais sont dans une sorte de reproduction. Et donc le podcast, c'est aussi pour ça que nous, on a choisi cette forme, c'est que le podcast, c'est quelque chose de très indépendant, presque démocratique, parce que tout le monde peut prendre enfin pas tout le monde, mais en tout cas, on peut prendre facilement un micro, aller dans la rue, créer un espace sonore où on peut écouter des gens et rendre sensibles ces témoignages. Et voilà.
Et vous avez vu, Elisa et Arthur, tous les deux, justement, je parlais d'une extension aussi du champ des personnes qui se mobilisaient pour ce combat-là. À gauche, une évolution notable. On se souvient notamment, par exemple, de François Ruffin qui avait expliqué qu'il ne voulait pas prendre parti, ce n'était pas les termes exacts, mais qui finalement n'avait pas compris la problématique que soulevait Assa Traoré et qui parle de justice. On voit bien quand elle explique dans le podcast d'ailleurs que si on s'en était tenu au premier diagnostic scientifique, on aurait perdu, on n'aurait pas obtenu justice pour notre frère. Donc on comprend qu'à travers ce combat-là, il y a un autre combat qui émerge et que la gauche n'avait peut-être pas capté au départ et qu'elle est en train de comprendre. Oui, je pense que il y a eu un gros changement et je pense que les manifestations de juin 2020, c'est un bon exemple à ce sujet-là. On voit qu'il y a eu une vraie prise de conscience, qu'il y a eu une mobilisation et cette mobilisation, elle vient pas de nulle part. Hein. C'est les efforts qui ont été menés par le comité Adama, mais avant aussi par le collectif Vivolé de Ramata Dieng, par le MIB, le mouvement Immigration Banlieue. Voilà, comme il y a une histoire de la colonisation, de l'esclavage et du racisme, il y a aussi une histoire des luttes et des gens qui ont résisté vis-à-vis de ces violences-là. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience et que, justement, pour, par exemple, les présidentielles qui arrivent bientôt, l'enjeu des violences policières et du racisme deviendra central. Ou en tout cas, il fera partie des débats et il a été amené, justement, par ces comités, par ces luttes. Alors justement, c'est ma dernière question pour tous les deux, Elisa et Arthur. Comment votre combat pour que vérité et justice soient faites pour Adama, mais aussi plus largement pour donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, les personnes racisées souvent, comment ces combats-là, vous allez les poursuivre maintenant que vous fermez le chapitre de ce documentaire audio? En fait, oui, je crois que ça pose aussi, ta question, c'est aussi une question qui pose l'efficacité peut-être de l'action politique. Et nous, à aucun moment, par exemple, le projet Adama, c'était un moment qui voulait saisir cette lutte, mais pas remplacer les actions concrètes que propose le comité, donc c'est-à-dire marcher en manifestation, crier des slogans. Et donc ça, on va continuer de le faire. Et après, bien sûr, se posera d'autres questions. Peut-être qu'on y réfléchit à créer aussi et à poursuivre ce projet. Et parce qu'on sait que voilà, les podcasts, les intellectuels, la culture a aussi une action et fait partie d'une communauté d'action efficace en politique. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On n'en a pas fini et qu'il faut toujours, on reste à lutter auprès d'Assa Traoré et du comité Justice et Vérité pour Adama Traoré et il faut toujours faire preuve d'imagination pour trouver d'autres formes de lutte, pour trouver des formes de lutte qui soient plus efficaces, qui aient un prisme différent et qui soient le plus accessible possible et le plus innovateur possible. Et je ne l'ai pas dit, mais le podcast a rencontré un très, très grand succès. Il a été énormément lu et écouté, partagé. C'est aussi symptomatique de ce que ce combat-là porte et capte aussi dans l'opinion publique. Et merci à tous les deux d'avoir mené ce travail qui était vraiment un travail passionnant. Et je vous remercie au nom de toute la rédaction de Regard aussi parce que vous nous avez donné l'occasion de diffuser ce podcast sur le site de Regard. Et je sais que ça a été très apprécié. Merci beaucoup à tous les deux pour votre confiance et pour votre travail. Et nous, on tient à remercier toutes les personnes qui ont participé au projet Adama et qui nous ont confié leurs témoignages. Voilà. Les 10 témoignages sont à retrouver sur le site Regard et peut-être ailleurs aussi sur d'autres plateformes, je ne sais plus. Oui, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et l'application d'écoute en ligne. Voilà. Exactement. Merci tous les deux. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.